Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 29 août pour un nouvel épisode de Dev Café. Donc normalement c'est la semaine de la rentrée. Alors est-ce que ce sera la délivrance pour certains ou au contraire des pleurs, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui c'est Dev Café pour toute la semaine, rassurez-vous. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est votre émission quotidienne autour de l'actualité du développement mobile. Et juste avant qu'on commence à parler de ces fameuses actualités, deux petites infos. La première, c'est que hier, il y a une vidéo d'interview de Wolfia qui a été publiée. Donc si vous vous souvenez pas, Wolfia, on en avait parlé dans un précédent épisode de Dev Café, et c'est la possibilité de faire un drag and drop d'un APK et ensuite d'avoir un lien que vous allez mettre dans votre navigateur. Et l'application va tourner directement dans le navigateur et vous pourrez même la partager avec plusieurs autres utilisateurs. Donc autant vous dire que pour toutes vos démos ou tests, ça peut être absolument génial. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo maintenant ou après Dev Café, peu importe. Et deuxième information, comme vous le savez, chaque jour on se dit qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Donc aujourd'hui c'est le 29 août, et bien le 29 août 97 naissait Netflix, donc aujourd'hui Netflix a 25 ans. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Netflix, pour la faire très rapide, initialement ils vendaient et ils louaient des films en DVD pour au final commencer en 2007 avec le service qu'on connaît à peu près aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui il y a plus de 200 millions d'abonnés, autant dire qu'il y a plutôt quand même pas mal de monde. Voilà pour les petites infos, on commence tout de suite avec les actualités. Pour cette première partie, on va s'intéresser à l'écosystème Apple et dans un premier temps, plus particulièrement sur la commission qu'Apple prend sur les différents achats. Donc comme vous le savez, ça peut être 30%, 15%, ça dépend du chiffre d'affaires que vous générez, bref, c'est pas vraiment là ce qui est important. Mais dans les conditions qu'il y a avec les développeurs, ce qui est inscrit, c'est que tout simplement, Apple se réserve le droit de conserver sa commission en cas de remboursement fait par l'utilisateur. Donc concrètement, imaginons l'utilisateur, il achète un bien qui coûte 100, vous serez remboursé de 70, mais potentiellement, vous pourriez être de votre poche de 30 parce que Apple, justement, va conserver cet argent-là. Alors, dans les faits, c'est pas le cas parce que finalement, Apple, à chaque fois, rétrocède sa commission, mais potentiellement, vu qu'il y a cette petite ligne, il faut faire attention. Pour vous, prévoyez-le, parce que rien ne garantit que Apple vous rende cet argent et vous pourriez en être de votre poche. Deuxième info qui peut vous être utile lorsque vous faites des démos avec un iPhone, potentiellement vous avez envie, vous savez, d'avoir le petit pointeur pour indiquer là où vous avez cliqué. Eh bien, l'astuce qui nous est donnée par David Smith sur Twitter, c'est tout simplement vous connecter une souris en Bluetooth et vous activez l'Assistive Touch et automatiquement vous allez avoir un petit pointeur à l'écran et vous pourrez donc faire une vidéo tuto sans aucun problème. Donc voilà, petite info ultra pratique. Et on va conclure avec le Lockdown Mode. Tout simplement, vous savez qu'il y a eu plein de polémiques avec le NSO Group, typiquement c'était Macron qui s'était fait pirater ses téléphones, il me semble. Et donc le Lockdown Mode, c'est finalement la réponse d'Apple à ces problèmes de sécurité, et c'est disponible depuis le début de l'été. Donc concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire ? Typiquement sur des messages, vous allez pouvoir bloquer les pièces jointes de manière automatique. Pareil, si vous essayez de connecter votre téléphone à un ordinateur et qu'il n'est pas déverrouillé, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas. Bref, je vous fais pas la liste, mais dans l'ensemble, voilà, ça va vraiment verrouiller iOS. Et là-dessus, ce mode lockdown, vous pouvez absolument pas, en tant que grand public, y accéder. C'est uniquement Apple qui peut l'activer sur votre iPhone et ça va être réservé à des journalistes, à des politiciens, des personnes comme ça. Et il se trouve que ce mode lockdown, on peut très facilement l'identifier lorsque vous êtes sur un navigateur web. Ce que des chercheurs ont trouvé, c'est que tout simplement en essayant de charger des polices personnalisées, eh bien ça ne fonctionne pas en mode lockdown et donc par définition, on identifie que cet iPhone-là et dans ce mode-là. Les chercheurs se sont fait confirmer ça auprès d'un employé de chez Apple qui a confirmé que dans Safari et en mode lockdown, en effet, les webfonts étaient désactivés et de ce fait, un iPhone qui ne peut pas charger des polices, en l'occurrence, ce sera forcément un mode lockdown derrière. La petite conclusion, c'est que en soi, des téléphones en mode lockdown, il n'y en a jamais un, mais il y en a plein potentiellement. Donc en fait, ce serait assez difficile d'identifier telle ou telle personne. Mais par contre, s'il y avait qu'un seul iPhone sur un réseau en mode lockdown, en effet, il serait très facilement possible de l'identifier, mais on ne saurait pas forcément qui est derrière. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, et là-dessus, on voit mal quel pourrait être le correctif, parce qu'au final, c'est une fonctionnalité qu'on veut.
Voilà, c'était tout pour le petit tour d'actualité autour d'Apple. Maintenant, je vous propose qu'on aille encore plus vite avec les news en bref. Avant de débuter cette partie en bref, petite question. Combien existe-t-il de langages de programmation? Réponse dans un peu moins de 90 secondes. On commence par une polémique qui date d'il y a quelques jours et à laquelle les Hollandais en veulent particulièrement à Microsoft. La raison, l'entreprise américaine indiquait qu'un de ses data centers consommait entre 12 à 20 millions de litres d'eau par an. Sauf qu'un journal régional a découvert qu'elle était de 84 millions et des experts opteraient même pour plus de 100 millions de litres. Jusqu'à présent, les explications du géant américain sont plus que douteuses. En Chine, Google n'est pas présent et la société derrière TikTok, nommée ByteDance, vient de lancer son propre moteur de recherche. La première particularité est d'être uniquement disponible sous la forme d'applications Android et iOS. La seconde est d'être totalement exempte de publicité, ce qui est loin d'être le cas sur Baidu, le leader du marché. David Libaud, qui avait fait un audit du site Doctolib l'année dernière, a voulu vérifier si ces différentes remarques avaient été prises en compte. Certaines oui et d'autres non. Le droit d'accès aux données lui est notamment resté sans réponse, plutôt inquiétant pour des données autour de la santé. On se tourne maintenant du côté de chez Google où le géant américain souhaiterait rendre son système d'exploitation Fuchsia compatible avec ADB, la ligne de commande utilisée par Android pour communiquer avec les terminaux. Pour terminer, un petit exercice, mettez en pause cette vidéo et allez sur le site webplatform.news depuis un navigateur basé sur Chrome. Ensuite, faites un coller de votre presse-papier. Magie, le site a écrit dedans sans votre consentement. Enfin, pour conclure, retour à notre question sur le nombre de langages de programmation, eh bien la réponse est plus de 4000. Pour cette deuxième partie, on va plutôt s'orienter du côté de chez Google et on va commencer par Flutter, où en fait, dans le pubspec.yaml, vous pouvez indiquer un mot-clé qui s'appelle funding. Donc pour tous vos packages, vous pouvez dire on peut me sponsoriser à telle et telle adresse. Donc j'ai essayé de faire le test sur un de mes packages et en effet, en activant cette information-là, j'ai mon package et sur ce package, vous voyez, on peut dire vous pouvez me soutenir à cette adresse-là. Donc voilà, si vous avez un package, n'hésitez surtout pas à le faire parce que ça peut être plutôt pratique pour potentiellement recevoir quelques euros. Pour ce deuxième sujet qui m'a été soufflé par Florent, on va s'interroger sur le tweet que vous voyez ici et l'application BeReal. Donc peu importe l'application en tant que telle, c'est pas ce qui est important, mais plutôt que cet utilisateur-là, il a réussi à activer une fonctionnalité alors que ce n'est pas encore le cas pour tout le monde. Et comment est-ce qu'il a fait? Il a décompilé l'application, il a un tout petit peu modifié, et il a pu activer Friend of Friends. Là-dessus, en tant que tel, l'application BeReal, c'est pas ce qui est intéressant ici, mais c'est plutôt vous rappeler de toujours bien obfusquer votre code et essayer de mettre en place le maximum de mécanismes, parce que vous voyez ici, l'utilisateur, il a finalement pu activer des fonctionnalités sans que vous le vouliez. Donc voilà, faites attention, pensez bien toujours à obfusquer. Je vous invite à regarder la vidéo sur les malwares de la semaine dernière, parce que obfusquer, ça suffit pas forcément. Il faut mettre plusieurs mécanismes, et typiquement celui qu'il y avait sur les malwares était plutôt intelligent la semaine dernière, donc inspirez-vous-en. Pour terminer ce Dev Café, on va se parler du Cross Device SDK qui a été annoncé un vendredi, ce qui est quand même plutôt rare juste avant un week-end, mais bon, quoi qu'il en soit. Donc si vous vous souvenez, lorsqu'Android 13 a été présenté, il y avait énormément de points où ça disait vous allez pouvoir faire communiquer des téléphones, des tablettes de manière super simple. Finalement, c'est grâce à ce SDK-là qui est disponible en Developer Preview. Donc le SDK, qu'est-ce qu'il fait pour vous? De découvrir quels sont les autres devices autour de vous et ce de manière sécurisée. Et bien évidemment, ensuite, ça gère la session où vous allez pouvoir envoyer différentes informations. Donc là-dessus, vous avez deux manières de faire. J'ai commencé à regarder. Donc soit vous utilisez la Session API qui, grosso modo, s'occupe de toute la partie discoverability, je ne sais pas comment on le dit en français, et connexion. Sinon, vous pouvez le faire aussi à la main en faisant le Device Discovery et la Secure Connection. Ça, c'est à vous, vous utilisez ce que vous préférez. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Donc c'est bien une version preview, donc potentiellement les API sont amenés à changer et ça ne fonctionne à l'heure actuelle que sur Android. Ça s'appuie sur du Bluetooth, du Wi-Fi et de l'Ultra Wideband. Là c'est pareil, vous n'avez rien besoin de faire de votre côté et en plus il n'y a aucune permission à demander. Donc là-dessus c'est vraiment ultra pratique. À l'heure actuelle, ça fonctionne que sur Android, mais à terme, ça fonctionnera aussi sur Chrome OS, Windows et iOS. Et voilà, ce que je vous invite à regarder, c'est le code qui est juste ici. Donc c'est un pierre, feuille, papier, ciseaux assez classique. J'ai pu l'essayer, donc en tant que tel, le jeu fonctionne assez bien. Par contre, il faut reconnaître un truc, c'est que pour arriver à connecter, moi, juste 2 téléphones, ça marche quand même une fois sur 5. Donc là, en arrière-plan, je vous montre comment ça marche en temps normal. Mais voilà, sachez que la partie connexion est quand même encore à améliorer. Mais voilà, c'est une preview, donc c'est normal.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à faire un j'aime, n'hésitez pas aussi à aller voir les différentes vidéos que je vous ai recommandées, celles sur Volfia, celles sur Netflix par exemple. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous à 12h30 pour des petites vidéos tuto comme d'habitude, et sinon, rendez-vous demain à 7h sur cette même chaîne YouTube. Bonne journée!